Le voile de soie pesait sur ses épaules, un linceul immaculé pour une liberté sacrifiée sur l'autel du devoir. Dans le silence opulent du château provençal, Juliette Dubois sentait le poids de centaines de regards, des diamants qui brillaient, comme des larmes de crocodile, sur les invités de son bourreau. L'officier d'état civil récitait les articles de l'acte de mariage d'une voix monocorde, chaque mot un barreau de plus à sa cage dorée. Lentement, elle leva le voile, non par soumission, mais par défi. Ses yeux, d'un bleu aussi profond qu'un océan en colère, croisèrent ceux du cher Khalid Al-Jamil. Il n'y avait ni amour, ni promesse dans ce regard, seulement le reflet glacial d'un pacte, une transaction où son âme était la monnaie d'échange. L'air était lourd du parfum des lys et de la tension, une atmosphère suffocante où le pouvoir et le désespoir dansaient un tango silencieux et mortel, et elle savait que cette danse ne faisait que commencer. La plume en or reposait entre eux, arme silencieuse sur le velours rouge du registre. La main de Khalid, large et bronzée, se posa près de la sienne, un geste possessif qui envoyait une décharge glaciale le long de son bras. Elle sentait la chaleur de sa peau, un contraste brûlant avec le froid qui avait envahi son cœur. Les photographes, tels des bêtes de proie, capturèrent l'instant, immortalisant sa reddition pour les pages glacées des magazines. Chaque flash était une cicatrice de plus sur sa fierté. Le son du stylo grattant le papier précieux résonna dans le silence solennel, un bruit sec et définitif, comme la fermeture d'un tombeau. Elle signa son nom, Juliette Dubois, pour la dernière fois. En relevant la tête, elle vit le sourire triomphant de Khalid, un sourire qui ne touchait pas ses yeux sombres. Il lui murmura, sa voix un souffle rauque que seule elle pouvait entendre. « Bienvenue dans votre nouvelle vie, Madame Al-Jamil, une vie où vous m'appartiendrez. » Quand vint le moment de prononcer le « oui » fatidique, sa voix ne trembla pas. Elle sortit de sa gorge, claire et ferme, un son presque irréel dans l'immensité de la salle de bal. Ce n'était pas un consentement, mais une déclaration de guerre silencieuse. Elle acceptait la bataille, mais pas la défaite. Tandis que les applaudissements polis éclataient, se répercutant contre les murs ornés de tapisseries anciennes, elle se sentit complètement seule, une île de résistance au milieu d'un océan d'hypocrisie. Khalid lui passa l'alliance au doigt, un cercle d'or et de diamants si lourd qu'il semblait vouloir l'enchaîner à la terre. Le contact du métal froid sur sa peau fut comme une morsure, le sceau indélébile de sa servitude. Elle ne baissa pas les yeux. Au lieu de cela, elle le fixa, lui promettant sans un mot que même s'il avait acheté son corps, son esprit, lui, resterait à jamais hors de sa portée. Un sanctuaire inviolable. Le poids de l'anneau à son doigt était une ancre, la tirant vers les profondeurs d'une existence qu'elle n'avait pas choisie. Chaque félicitation, chaque sourire forcé des invités était un rappel cuisant de sa condition. Elle était un trophée, l'objet d'une vengeance méticuleusement orchestrée. Elle se souvenait de la raison de son sacrifice, le visage d'un jeune garçon innocent, Léo, dont la sécurité avait été le prix de sa propre liberté. Pour lui, elle endurerait cette humiliation publique, ce mariage qui n'était qu'une prison de luxe. L'odeur entêtante du parfum de Khalid, un mélange de bois de santal et d'arrogance, l'enveloppait, la suffoquait. Si cette histoire a déjà commencé à toucher votre cœur, si la force silencieuse de Juliette vous inspire, alors abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de leur voyage, aimez cette vidéo et partagez en commentaire ce que vous ressentez face à ce destin implacable. Il la guida à travers la foule, sa main fermement posée au creux de son dos, un geste de possession qui se voulait protecteur aux yeux du monde, mais qui pour elle était le contact du gardien de prison. Ils traversèrent des couloirs de marbre poli où leurs reflets glissaient comme des fantômes, un couple uni par les apparences mais divisé par un abîme de ressentiment. La porte de la suite nuptiale se referma derrière eux avec un claquement sourd, les isolant du reste du monde. Le silence qui s'installa était plus assourdissant que le bruit de la fête. Khalid la lâcha enfin, et elle recula d'un pas, cherchant de l'air dans cette pièce immense et opulente. Il la dévisagea, s'attendant sans doute à voir des larmes, de la peur, une femme brisée. Mais tout ce qu'il trouva dans le bleu de ses yeux fut une flamme inextinguible, une dignité farouche qui lui rappelait pourquoi il l'avait choisie pour sa vengeance. Elle ne pliait pas, elle attendait simplement son heure. Khalid se tourna vers l'immense baie vitrée qui donnait sur les jardins à la française, un roi contemplant son nouveau royaume. Sa silhouette puissante se découpait sur le crépuscule naissant. « Vous êtes ma femme maintenant, Juliette. » Sa voix était un velours sombre, une caresse qui cachait des lames. « Vous honorerez chaque partie de notre contrat. » Elle resta silencieuse, son mutisme une forteresse imprenable. Elle ne pouvait pas rester ici, dans ce présent douloureux. Son esprit s'évada, remontant le fil du temps, non pas jusqu'à la cellule froide où on l'avait jetée, ni jusqu'au procès inique, mais bien plus loin.
Il retourna cet après-midi pluvieux à Paris, où une jeune femme sans rien, une mendiante aux yeux fiers, avait osé ramasser les billets qu'un cher arrogant lui avait jetés aux pieds pour les lui rendre avec un mépris qui avait signé, sans qu'elle le sache, sa propre condamnation. Quelques mois avant cette union forcée, la vie de Juliette Dubois n'était qu'un murmure dans le vacarme de Paris. Elle n'était pas une mariée parée de soie, mais une ombre se faufilant sur les pavés humides, le visage à moitié caché par une mèche rebelle, les mains usées par le froid et la faim. Son royaume n'était pas un château, mais les recoins oubliés de la ville, les ponts sous lesquels elle trouvait un abri précaire. Pourtant, même dans cette misère, une flamme brûlait en elle, une dignité farouche que ni la pauvreté ni le mépris des passants ne parvenaient à éteindre. Elle ne mendiait pas, elle survivait, et elle n'était pas seule. Un petit garçon aux yeux vifs comme des étoiles, Léo, était son ancre, son unique raison de se battre. Il était son soleil dans la grisaille implacable d'une existence que le monde s'efforçait d'ignorer, et pour lui, elle aurait déplacé des montagnes ou affronté des démons. Chaque jour était une bataille silencieuse pour préserver l'innocence de Léo. Elle lui construisait des châteaux de contes de fées, avec des mots, lui dessinait des avenirs radieux sur des serviettes en papier volées dans les cafés. Elle partageait avec lui le moindre morceau de pain, comme s'il s'agissait d'un festin royal, transformant leur dénûment en une aventure secrète. Mais la rue est une mère cruelle, et elle savait que leur cocon de fortune était fragile. La menace rôdait constamment, sous la forme de regards prédateurs, de silhouettes qui se découpèrent dans les ruelles sombres, d'une société qui ne voyait en eux que des rebuts à balayer. Sa plus grande peur n'était pas pour elle-même, mais pour cet enfant qui lui avait été confié par le destin. Sa vulnérabilité n'était pas sa pauvreté, mais l'amour inconditionnel qu'elle portait à Léo, un amour qui faisait d'elle une cible facile dans un monde sans pitié. L'injustice frappa un soir d'automne, aussi brutalement qu'un coup de poing. Alors qu'elle défendait Léo contre des hommes qui voulaient l'entraîner dans leur trafic sordide, la scène tourna au chaos. Des cris, une bousculade, et soudain, le hurlement des sirènes. Quand la police arriva, ils ne virent pas une protectrice, mais une agresseuse, une vagabonde créant du désordre. Les accusations fusèrent, fausses et empoisonnées, et ses protestations se perdirent dans le vent glacial. Le contact froid des menottes sur ses poignets fut moins douloureux que le regard terrifié de Léo, ses petits doigts agrippés à sa veste usée alors qu'on les séparait de force. Elle fut jetée dans une voiture de police, le visage de l'enfant s'effaçant derrière la vitre sale, une image qui se grava au fer rouge dans sa mémoire. Le monde venait de lui prendre la seule chose qui comptait vraiment, la laissant seule face à un système qu'il avait déjà jugé coupable. La cellule de prison était un tombeau de béton et de désespoir. L'odeur de javel et de tristesse imprégnait l'air, et la seule lumière provenait d'une lucarne grillagée, un carré de ciel inaccessible. Des jours s'écoulèrent, puis des semaines, dans un silence oppressant seulement brisé par les échos lointains de la vie carcérale. Juliette ne pleurait pas pour sa liberté perdue, mais pour le petit garçon abandonné à son sort. Où était-il ? Avait-il froid ? Avait-il faim ? Chaque heure qui passait était une torture, un supplice qui rongeait son âme plus sûrement que les murs de sa prison. Elle était piégée dans un dédale administratif, conçu pour broyer les sans-voix. Sa force, autrefois sa plus grande fierté, s'effritait, remplacée par une angoisse sourde et dévorante. Elle était prête à tout, absolument tout, pour savoir Léo en sécurité, même si cela signifiait vendre le peu qui lui restait, sa propre âme. C'est alors qu'une porte inattendue s'ouvrit, non pas celle de la liberté, mais celle d'un pacte diabolique. Un avocat au costume impeccable se présenta à elle, ses yeux froids comme l'acier. Il ne parlait pas de justice, mais de transaction. Un bienfaiteur anonyme, puissant et immensément riche, était prêt à payer sa caution, à faire disparaître les charges qui pesaient sur elle, et plus important encore, à garantir un avenir sûr et protégé pour Léo. L'offre était un miracle, une lumière aveuglante dans ces ténèbres. Mais chaque miracle a un prix. La condition était simple, mais monstrueuse. Elle devait abandonner sa vie, son nom, son identité, et devenir la propriété de cet homme. Elle devait signer un contrat qui la lierait à lui pour toujours. Face au choix entre sa propre servitude et le salut de l'enfant qu'elle aimait plus que sa propre vie, Juliette ne pouvait qu'accepter ce marché empoisonné. Libérée, mais enchaînée par sa promesse, elle se retrouva de nouveau sur les trottoirs de Paris. L'air frais lui brûlait les poumons, mais il n'avait plus le goût de la liberté. Elle était une marionnette dont les fils étaient désormais tenus par un maître invisible. On lui avait dit que Léo était en sécurité dans un foyer, en attendant que les termes du contrat soient finalisés. Son seul but était de s'assurer qu'il allait bien, de le voir une dernière fois avant de disparaître dans sa nouvelle vie. C'est ce qui la conduisit, un après-midi pluvieux, devant les portes dorées d'un palace opulent, un monde de luxe qui la narguait. C'est là,
le cœur battant de peur et d'une mince lueur d'espoir, qu'une limousine noire s'arrêta. Un homme en descendit, une silhouette imposante dont la seule présence semblait faire taire la ville. Elle ne le savait pas encore, mais son geôlier, son sauveur et son bourreau venaient d'entrer en scène. L'homme qui descendit de la limousine était une incarnation de la puissance, un prédateur dans un costume taillé sur mesure qui semblait repousser les gouttes de pluie par sa seule présence. Juliette sentit un frisson glacial parcourir son échine, un instinct de survie qui lui criait de fuir. Mais ses pieds restaient cloués au trottoir, son regard captivé par cette silhouette qui se découpait dans la grisaille parisienne. Il s'avança vers elle d'un pas lent et délibéré, chaque mouvement empreint d'une assurance écrasante. Le bruit de ses chaussures de luxe sur le pavé humide était le seul son qui parvenait à percer le murmure de la ville. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir le parfum subtil et coûteux qui émanait de lui, un mélange d'oude et d'arrogance. Ses yeux, sombres comme une nuit sans étoiles, la fixèrent, et dans leur profondeur, elle ne vit ni pitié, ni curiosité, mais la lueur d'une reconnaissance ancienne et dangereuse, comme un chasseur retrouvant une proie qui lui avait échappé. Sa voix, lorsqu'il parla, était un velours sombre, une caresse qui cachait des griffes d'acier. « Vous semblez perdue, mademoiselle Dubois. » Il connaissait son nom. La surprise la fit sursauter, brisant la torpeur glacée qui l'avait envahie. Elle se redressa, sa fierté reprenant le dessus sur la peur. Qui était cet homme ? Comment osait-il l'aborder avec une telle familiarité ? Elle plissa les yeux, essayant de déchiffrer les traits de son visage, des traits ciselés et impérieux qui lui rappelaient quelque chose, un souvenir désagréable enfoui sous des couches de souffrance. « Je ne vous connais pas, monsieur, laissez-moi tranquille. » Sa propre voix était plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu, trahissant une fatigue qu'elle s'efforçait de cacher. Il esquissa un sourire, un simple étirement de ses lèvres qui n'atteignit pas ses yeux. « Oh, mais je vous connais. Je connais votre courage, votre insolence, et surtout, je connais le prix de votre liberté. » Chaque mot était une pierre jetée dans les eaux troubles de son passé récent. Et soudain, le souvenir refit surface, aussi violent qu'un éclair. Cet homme, ce visage, ce mépris souverain, c'était lui. Le cher du palace, celui à qui elle avait rendu ses billets avec un dédain qui avait fait les choux gras de la presse mondaine. Le sang se glaça dans ses veines. Son bienfaiteur anonyme, son sauveur, n'était autre que l'homme qu'elle avait publiquement humilié. La réalisation la frappa avec la force d'un coup de poing. Ce n'était pas un acte de charité, c'était une acquisition, une vengeance savamment orchestrée. Elle recula d'un pas, le souffle coupé, le sentiment d'être tombée dans un piège aux mâchoires d'acier. Il la regarda, savourant sa panique, son triomphe évident dans le scintillement cruel de ses yeux. « Je vois que la mémoire vous revient, » murmura-t-il. « C'est une bonne chose. Cela facilitera notre arrangement. L'enfant que vous protégez avec tant de ferveur, Léo, est désormais sous ma protection. » Le nom de Léo, prononcé par cette voix, fut comme une lame qui lui transperça le cœur. Toute velléité de fuite, toute trace de rébellion s'évanouit, remplacée par une peur viscérale. « Qu'avez-vous fait de lui ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un souffle. Il fit un pas de plus vers elle, son ombre la recouvrant entièrement, la coupant du reste du monde. Il est en sécurité, il mange à sa faim, il dort dans un lit chaud, il a des jouets que vous n'auriez jamais pu lui offrir. Il a un avenir qui dépend entièrement de vous, Juliette. Il marqua une pause, la laissant absorber le poids de ses paroles. Vous signerez le contrat que mon avocat vous a présenté. Vous deviendrez ma femme. En échange, le garçon ne manquera de rien. Refusez, et vous retournerez tous les deux dans la rue, à la merci des loups qui y rôdent. Et cette fois, je ne serai pas là pour vous en sortir. L'ultimatum était clair, brutal, sans appel. Il ne lui offrait pas un choix, mais une sentence. Son monde bascula. Elle le dévisagea, cherchant une faille dans cette façade de marbre, une once d'humanité dans ce regard de prédateur. Mais il n'y avait que du pouvoir, une détermination froide et implacable. Pourtant, derrière la cruauté, elle perçut autre chose, une obsession qui dépassait la simple vengeance. Pourquoi elle ? Pourquoi un homme si puissant s'abaisserait-il à ce jeu sadique avec une simple mendiante ? Une attraction étrange et terrible naissait de cette confrontation, un magnétisme sombre qui la repoussait et la fascinait à la fois. Elle sentait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce qu'il laissait paraître, une blessure secrète qu'il cherchait à panser en la brisant. Sa haine pour lui était pure, totale, mais sous cette haine, une curiosité dangereuse commençait à poindre. Elle ne pouvait pas se battre contre lui avec la force, mais peut-être pouvait-elle trouver une autre arme. Pour Léo, elle devait essayer.
Il se tourna et se dirigea vers la limousine, laissant la portière arrière ouverte. La lumière chaude et ambrée de l'habitacle se déversait sur le trottoir mouillé, une invitation vers une cage dorée. Le choix vous appartient, Juliette. Votre fierté ou sa vie ? Il ne se retourna pas, certain de sa décision. Elle resta immobile un instant, la pluie se mêlant aux larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Sa première impression de lui était celle d'un monstre calculateur, un démon vêtu de soie. Pour lui, elle était la seule femme qui avait osé le défier, une flamme sauvage qu'il devait posséder pour l'éteindre. La proposition était une servitude déguisée en salut. Elle regarda la porte ouverte, le seuil entre son ancienne vie de misère libre et une nouvelle vie d'opulence enchaînée. Puis, pensant au sourire de Léo, elle fit un pas, puis un autre, et glissa silencieusement sur la banquette en cuir souple, le bruit de la portière se refermant sonnant comme le glas de sa liberté. Le trajet en limousine se déroula dans un silence aussi lourd et oppressant que le velours des sièges. Juliette ne le regardait pas, mais elle sentait son regard sur elle, un poids physique qui analysait chaque frémissement de ses cils, chaque contraction de ses mains jointes sur ses genoux. Elle fixait les lumières de Paris qui défilaient derrière la vitre teintée. Un adieu silencieux à une vie de misère mais de liberté. La voiture ne les conduisit pas à un hôtel, mais sur le tarmac d'un aéroport privé où un jet immaculé les attendait, son nom gravé en lettres d'or sur le fuselage, l'Invincible. C'était une démonstration de puissance si écrasante qu'elle en eut le souffle coupé. Alors qu'elle montait les marches de l'escalier mobile, le vent froid fouettant son visage, elle comprit qu'elle ne quittait pas seulement une ville, mais une réalité. Elle entrait dans son monde, un royaume où il était le seul maître, et où même le ciel semblait lui appartenir. L'atterrissage se fit dans la chaleur veloutée d'une nuit étoilée, au cœur d'un désert qui semblait s'étendre à l'infini. Le palais qui se dressait devant elle n'était pas une simple demeure, mais une cité de marbre et d'or surgie du sable, illuminée par des centaines de lanternes qui scintillaient comme des âmes captives. Khalid la guida à travers des cours intérieures où le murmure des fontaines se mêlait au parfum des jasmins. Des serviteurs en livrée blanche s'inclinaient sur leur passage, leurs visages impassibles, leurs yeux pleins d'une curiosité respectueuse. Il ne lui dit pas un mot, la laissant s'imprégner de l'immensité et de la solitude de sa nouvelle prison. Il la conduisit enfin devant une porte monumentale en bois sculpté, l'ouvrit et lui fit signe d'entrer. La suite était plus vaste que n'importe quel appartement qu'elle avait pu imaginer, un écrin de soie et de pierres précieuses, mais elle sentait déjà le froid du marbre sous ses pieds, un présage glacial de la solitude à venir. Leur premier dîner fut une bataille silencieuse, menée à travers une table longue comme un champ de bataille. Des plats exquis furent servis, des mets dont elle ne connaissait même pas le nom, mais elle ne toucha à rien. Chaque bouchée aurait été une concession, une acceptation de son sort. Elle se contentait de le fixer, son silence une armure plus solide que toutes les murailles de son palais. Khalid mangeait lentement, sans la quitter des yeux. Son calme, une provocation délibérée. Il n'éleva pas la voix, ne montra aucun signe d'agacement. Il posa simplement sa serviette et sa voix fut une caresse empoisonnée. « Votre rébellion est admirable, Juliette. Mais n'oubliez pas que l'appétit de Léo, lui, dépend de ma générosité. Chaque repas que vous refusez ici est un luxe qu'il ne connaîtra peut-être jamais si vous continuez. » La menace, subtile et cruelle, la frappa en plein cœur. Il ne cherchait pas à briser son corps, mais son âme, en utilisant son unique faiblesse comme levier. Les jours suivants, une nouvelle ombre s'ajouta à leur duel. Zara, la sœur aînée de Khalid, arriva au palais, une femme dont la beauté était aussi tranchante que son regard. Vêtue de cafetan sombre qui contrastait avec l'or du palais, elle incarnait la tradition et la rigueur d'un monde auquel Juliette n'appartenait pas. Dès le premier instant, Zara la jaugea avec un mépris à peine voilé, voyant en elle une intruse, une étrangère qui souillait la pureté de leur lignée. Elle entreprit de l'éduquer, lui enseignant les coutumes, la posture, la soumission attendue d'une épouse de chair. Chaque leçon était une humiliation déguisée, chaque correction une pique destinée à éroder sa fierté. Juliette endurait, son visage un masque de neutralité, mais à l'intérieur, la rage montait. Zara n'était pas seulement une gardienne des traditions, elle était un nouveau front dans sa guerre, une ennemie qui cherchait à la modeler, à l'effacer. Un soir, alors qu'elle errait dans les couloirs silencieux du palais, une porte entr'ouverte attira son attention. Elle jeta un regard furtif à l'intérieur et vit Khalid, seul dans son bureau. Il ne travaillait pas. Il tenait dans ses mains un petit objet, un bateau en bois grossièrement sculpté, usé par le temps. Son visage, habituellement un masque de contrôle impénétrable, était différent sous la douce lumière de la lampe. Une tristesse profonde, une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais cru possible, se lisait dans ses traits. Il caressait le bois avec une tendresse infinie, le regard perdu dans un souvenir douloureux. Pour la première fois, elle ne vit pas le monstre, le bourreau, mais un homme hanté par une perte invisible.
Cette fissure dans son armure la déstabilisa profondément. La haine pure qu'elle ressentait pour lui se nuança d'une curiosité troublante. Quel secret, quelle blessure pouvait bien se cacher derrière tant de cruauté et de pouvoir? Quelques semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée, transformant les jours en une routine tendue, un armistice fragile dans une guerre froide. Leur dynamique était un mélange instable de défis silencieux, de dépendance forcée et d'une conscience mutuelle presque insoutenable. Zara continuait sa mission de sape morale, rapportant chaque manquement de Juliette à son frère, qui se contentait d'observer, son silence plus menaçant que n'importe quelle réprimande. C'est alors que Khalid lui annonça la nouvelle, sa voix neutre rendant ses paroles encore plus lourdes de sens. Une grande réception serait donnée en leur honneur pour officialiser leur union aux yeux de son peuple et de l'élite internationale. Votre rôle sera simple, Juliette. Vous serez à mes côtés, souriante, obéissante, l'image parfaite de l'épouse dévouée. Chaque regard, chaque mot sera scruté. Ne me décevez pas. Le bien-être de Léo en dépend plus que jamais. Le piège se refermait. La scène était prête pour son humiliation publique. Un test dont elle savait déjà qu'elle ne pourrait sortir indemne. La soie de sa robe, d'un bleu nuit qui rivalisait avec le saphir à son cou, était une armure fragile contre les centaines de regards qui la transperçaient. La grande réception battait son plein, une mer scintillante de diamants et de sourires calculés. Chaque invité, chaque diplomate, chaque membre de la famille royale la dévisageait avec une curiosité mêlée de jugement. Khalid se tenait à ses côtés, une présence imposante et silencieuse, sa main possessive au creux de son dos, un rappel constant qu'elle était sa propriété, une acquisition magnifique exposée pour la première fois. Elle jouait son rôle à la perfection, le visage impassible, le sourire poli, mais à l'intérieur, son âme criait. Elle sentait le regard de Zara sur elle, plus brûlant que le soleil du désert, un regard de faucon qui attendait le moment parfait pour fondre sur sa proie. La musique de l'orchestre semblait se moquer de sa captivité, une mélodie joyeuse pour une tragédie silencieuse. Le moment arriva lorsque Khalid fut accaparé par un ambassadeur. Zara glissa à ses côtés, sa démarche fluide et prédatrice, un sourire aussi tranchant qu'une lame de cimeterre sur ses lèvres peintes en rouge sombre. « Vous semblez vous acclimater, Madame Al-Jamil ?» Sa voix était un miel empoisonné, assez forte pour que les invités les plus proches puissent entendre. C'est un changement radical, n'est-ce pas? Passer des pavés froids de Paris à nos tapis de soie. Juliette ne répondit pas, se contentant de la fixer avec un calme qui exaspéra visiblement sa belle-sœur. Zara continua, son ton se faisant plus perçant, attirant l'attention d'un cercle grandissant de curieux. « Dites-moi, est-ce difficile de prétendre appartenir à ce monde, quand on se souvient si bien du bruit des pièces que l'on vous jette par pitié? Mon frère a toujours eu un cœur charitable, mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait jusqu'à épouser l'un de ses projets de bienfaisance. » Le silence se fit, glacial et total. La musique elle-même sembla s'interrompre. Zara, savourant son triomphe, porta le coup de grâce. « Ne soyez pas timides, mes chers amis !» lança-t-elle à la cantonade, son rire cristallin résonnant comme du verre brisé. « Demandez à notre nouvelle princesse de vous raconter sa véritable histoire, l'histoire d'une mendiante qui un jour a eu l'audace de ramasser l'argent que mon frère lui jetait aux pieds, non par gratitude, mais pour le lui rendre avec une insolence qui, apparemment, a séduit notre cher. » La révélation éclata dans la salle comme une bombe, provoquant des murmures choqués, des regards horrifiés et des sourires méprisants. Chaque mot de Zara était une pierre, la lapidant publiquement, la dépouillant de sa dignité, la ramenant à la boue dont Khalid l'avait prétendument sortie, uniquement pour mieux l'y enfoncer devant le monde entier. Tous les yeux se tournèrent vers elle, puis vers Khalid. C'était son moment, l'instant où il pouvait la défendre, démentir, la protéger. Juliette le regarda, une supplication muette dans ses yeux, un dernier espoir que l'homme derrière le monstre se manifesterait. Mais Khalid resta immobile, son visage une forteresse de fierté impénétrable. Il ne dit rien. Son silence fut la plus cruelle des confirmations, la plus profonde des trahisons. Il la laissa seule, exposée, sacrifiée sur l'autel de son propre orgueil blessé. Il aurait pu la sauver, mais il a choisi de la laisser tomber. Une douleur aiguë, plus vive que n'importe quelle blessure physique, déchira le cœur de Juliette. La flamme dans ses yeux vacilla, presque éteinte par ce raz-de-marée de mépris. Elle comprit alors qu'il ne la verrait jamais autrement que comme l'instrument de sa vengeance, un objet à posséder et à briser. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas, elle ne leur offrit pas le spectacle de sa détresse. Avec une dignité née des profondeurs de son désespoir, elle se redressa, le dos aussi droit qu'une lance. Sans un regard pour Khalid, ni pour la vipère qui souriait à ses côtés, elle se retourna. D'un pas lent et mesuré,
elle traversa la grande salle de bal. La foule s'écarta sur son passage, comme si elle était une paria, leurs murmures la suivant comme une meute de loups. Le bruit de ses talons sur le marbre poli était le seul son qui brisait le silence pesant. Chaque claquement un adieu à cette farce, à cette vie, à cet homme. Elle poussa les grandes portes-fenêtres qui donnaient sur les jardins du palais et s'avança dans la nuit fraîche du désert, cherchant refuge dans l'obscurité, le seul endroit où ses larmes auraient enfin le droit de couler sans témoin. Le souffle coupé, elle courut à travers les parterres de roses, la soie de sa robe s'accrochant aux épines comme pour la retenir. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit les premières dunes de sable où le jardin manucuré laissait place à l'immensité sauvage et silencieuse du désert. Elle tomba à genoux, le sable froid sous ses mains, et laissa enfin échapper un sanglot qui venait du plus profond de son être brisé. Pendant ce temps, dans la salle de bal, le charme était rompu. Le vide laissé par Juliette aux côtés de Khalid était un gouffre accusateur. La réalité de son inaction le frappa avec la force d'un coup de poing. Il vit le sourire triomphant de sa sœur et une rage froide, glaciale, s'empara de lui. Mais plus forte que la rage était la panique, la vision de ses yeux bleus suppliants avant qu'il ne se voile de douleur. Il avait franchi une ligne. Sans un mot pour ses invités, il se détourna et se lança à sa poursuite, son cœur battant au rythme effréné de son propre remords. Il la chercha dans le désert, son nom se perdant dans le souffle glacial du vent nocturne. Le souverain tout-puissant n'était plus qu'un homme, pieds nus dans le sable, le cœur battant la chamade d'une peur qu'il n'avait jamais connue. La lune, indifférente, jetait une lumière blafarde sur les dunes infinies, transformant le paysage en un océan de solitude. Chaque ombre ressemblait à sa silhouette, chaque murmure du vent à son sanglot. Il appela encore et encore, sa voix se brisant contre le silence impitoyable. Il avait orchestré sa capture, son humiliation, mais il n'avait jamais anticipé le vide que son absence créerait. C'était un vide physique, une douleur dans sa poitrine qui le laissait sans souffle. Après des heures de recherche vaines, il tomba à genoux, non pas de fatigue, mais de désespoir. Le sable froid sous ses doigts était le seul témoin de sa défaite. Il n'avait trouvé qu'un unique indice, une empreinte délicate, déjà à moitié effacée par le vent, la trace fantomatique d'une femme qui avait choisi la liberté du néant plutôt que la captivité de son amour toxique. Elle ne s'était pas évanouie dans la nuit. Épuisée, déshydratée, marchant sans but vers un horizon qui reculait sans cesse, Juliette s'était effondrée à l'aube, à la lisière d'un campement nomade. Elle fut recueillie par une tribu de bédouins, des gens du désert dont les visages burinés par le soleil lisaient le monde dans les étoiles et non dans les pages des magazines. Ils ne lui posèrent aucune question. Ils virent une âme en détresse et lui offrirent ce que le palais de Khalid lui avait refusé, une chaleur simple et sans condition. On lui donna un bol de lait de chèvre chaud, une couverture rêche et un silence respectueux pour panser ses blessures invisibles. Le choc avait laissé place à un vide engourdi. Allongée sous une tente de toile, écoutant les sons étrangers d'une vie simple et laborieuse, elle sentit pour la première fois depuis des mois le poids de l'anneau à son doigt. Avec un effort immense, elle le retira. Le cercle d'or tomba dans sa paume, froid et lourd, le dernier vestige d'une vie qu'elle venait de laisser derrière elle dans les sables du temps. Les jours suivants se transformèrent en une chasse frénétique. Khalid mobilisa toutes ses ressources, envoyant des hélicoptères balayer les dunes de leurs projecteurs, des cavaliers se découpant sur l'horizon comme des spectres. Le palais était en état d'alerte, les serviteurs marchant sur la pointe des pieds, terrifiés par la fureur silencieuse de leur maître. Il ne dormait plus, ne mangeait presque pas, passant ses nuits dans son bureau, devant une carte immense du désert, marquant chaque zone fouillée d'une croix rouge rageuse. Zara tenta de lui parler, de rationaliser la situation, mais il la congédia d'un regard si glacial qu'elle n'osa plus l'approcher. Il était seul avec son remords, un poison qui se répandait lentement dans ses veines. Chaque rapport négatif des équipes de recherche était un nouveau coup de poignard. Le silence du palais était devenu son pire ennemi. Chaque pièce, chaque couloir semblait crier son absence, lui rappelant non pas la mendiante qu'il avait voulu briser, mais la femme dont le regard fier hantait désormais chacun de ses instants d'éveil. Loin du marbre et de l'or, Juliette redécouvrait la terre. Elle avait troqué sa robe de soie contre une tunique simple, ses talons contre le sable chaud sous ses pieds nus. Elle apprenait les gestes ancestraux de ses sauveurs. Traire les chèvres, tisser la laine, préparer le pain plat sur les braises. Le travail physique était un baume, une façon d'occuper son esprit et de fatiguer son corps pour trouver le sommeil la nuit. Les femmes de la tribu, menées par une matriarche sage nommée Fatima, l'avaient adoptée avec une douceur discrète. Elle ne cherchait pas à connaître son passé, elle lui offrait simplement un présent. Pour la première fois depuis son départ de Paris, elle se sentait faire partie de quelque chose,
Une communauté où sa valeur ne se mesurait pas à son nom ou à sa fortune, mais à la force de ses mains et à la sincérité de son sourire. La douleur pour Léo restait une braise ardente dans son cœur, mais ici, sous le ciel infini, elle trouvait la force de croire qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, elle le retrouverait. La frustration de Khalid se mua en un désespoir silencieux. Les recherches officielles s'enlisaient et ses conseillers commençaient à murmurer qu'il fallait accepter l'inévitable, que le désert avait réclamé sa nouvelle reine. Mais il refusait. Un soir, il se rendit seul dans les appartements de Juliette, laissés intacts depuis son départ. L'odeur de son parfum, un mélange de lavande et de défi, flottait encore dans l'air. Il ouvrit son armoire, toucha du bout des doigts les robes luxueuses qu'il lui avait imposées, des cages de soie qu'elle avait portées avec une dignité royale. Sur sa table de chevet, il trouva un livre de poésie française, usé, les coins cornés. Il l'ouvrit au hasard et lut des vers sur la liberté et la résilience de l'âme humaine. C'est à cet instant que le masque du Cher se brisa. Il comprit que sa vengeance avait été une victoire creuse, qu'en cherchant à posséder sa fierté, il avait simplement détruit la seule chose authentique qui était entrée dans sa vie. Il ne la retrouverait pas avec la force, mais avec l'intelligence du cœur. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de la réception. 3 semaines qui avaient creusé un canyon entre leurs 2 mondes. Juliette, désormais appelée Myriam par la tribu pour la protéger, se trouvait avec ses nouveaux compagnons près de l'oasis de Siwa, un carrefour commercial isolé où les rumeurs voyageaient de plus vite que les caravanes. Elle avait trouvé une paix fragile, une routine qui la maintenait à flot. Pendant ce temps, au palais, Khalid avait mis fin aux recherches ostentatoires. Il avait compris qu'elle ne voulait pas être trouvée par un souverain, mais peut-être, seulement peut-être, par un homme. C'est alors qu'un de ses informateurs les plus discrets, un marchand d'épices qui parcourait les routes oubliées, lui rapporta une rumeur. Une femme étrangère aux yeux bleus comme le ciel d'hiver, vivant parmi la tribu de l'ancien bédouin Al-Khouri. Le nom de la tribu était la clé. La piste était mince, mais c'était la seule qu'il avait. Il savait ce qu'il lui restait à faire. Il irait la chercher lui-même. Non pas en tant que chair, mais en tant qu'homme. Khalid abandonna ses attributs de pouvoir comme on se dépouille d'une peau morte. Le cheikh laissa place à l'homme, troquant ses tuniques brodées d'or pour la bure simple d'un voyageur du désert. Avant que l'aube ne jette ses premières lueurs rosées sur les dômes du palais, il partit, seul, sur un unique chameau, emportant avec lui un peu d'eau, quelques dattes et la direction fragile que lui avait donnée le marchand. Ce voyage n'était pas une expédition, c'était une pénitence. Chaque souffle de vent brûlant qui lui cinglait le visage était un rappel de sa froideur. Chaque grain de sable qui s'infiltrait dans ses vêtements, une métaphore de la honte qui rongeait son âme. Il ne cherchait plus à reconquérir un bien, mais à retrouver une lumière qu'il avait lui-même éteinte. Le désert, dans son immensité silencieuse, devint le miroir de sa solitude. Un vide infini qui ne pouvait être comblé que par le pardon qu'il n'osait même pas espérer. Les jours s'étirèrent en une litanie de soleil implacable et de nuits glaciales. Khalid suivit les anciennes pistes caravanières, son esprit entièrement tourné vers un seul nom, Al-Khouri. Il n'était plus le souverain qui ordonnait, mais un homme parmi d'autres, partageant son maigre repas avec des nomades, offrant son aide en échange d'une information, d'une direction. L'arrogance qui avait été son armure s'écaillait, révélant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais laissé paraître. Le désert lui enseignait l'humilité à chaque dune franchie, à chaque gorgée d'eau précieusement mesurée. La fatigue physique était une distraction bienvenue à la torture de ses pensées. L'image de Juliette le hantait, non pas celle de la réception, humiliée et brisée, mais celle de la femme fière qui lui avait tenu tête. Celle dont le regard bleu contenait une force qu'il avait stupidement confondue avec de l'insolence. C'était cette force qu'il devait retrouver, non pour la briser, mais pour apprendre d'elle. Après près d'une semaine d'une quête acharnée, alors que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, il les aperçut. Niché au creux d'une petite oasis verdoyante, le campement de la tribu Al-Khouri se dessinait, une collection de tentes sombres, comme des ombres protectrices sur le sable doré. Le cœur battant, il mit pied à terre, s'avançant avec la lenteur d'un pèlerin approchant d'un lieu saint. Et c'est là qu'il la vit. Elle n'était pas la captive qu'il avait enfermée dans une cage dorée. Vêtue d'une simple tunique de lin, les cheveux tressés, elle aidait une vieille femme à réparer un filet de pêche, ses gestes empreints d'une grâce tranquille. Un sourire léger flottait sur ses lèvres alors qu'elle écoutait les paroles de l'ancienne. Il s'arrêta, le souffle coupé, frappé par la vision de sa sérénité. Elle avait trouvé la paix loin de lui, une paix qu'il venait souiller de sa seule présence. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine, le remords avait désormais un visage. Elle leva la tête comme si un courant invisible l'avait alertée de sa présence. Leurs regards se croisèrent par-delà la distance qui les séparait, et le temps sembla s'arrêter.
Le sourire de Juliette s'effaça, remplacé par un masque de stupeur glaciale. Lentement, le choc laissa place à une colère froide, une muraille de glace qui se dressa entre eux. Elle se releva, laissant tomber le filet sur le sable, son corps se raidissant en une posture de défi. Les conversations du campement s'éteignirent, chaque membre de la tribu se tournant vers l'étranger qui avait osé troubler leur quiétude. Khalid fit un pas, puis un autre, sentant le poids de chaque regard sur lui. Il s'arrêta à une distance respectueuse, sa gorge nouée l'empêchant de parler. Il n'y avait que le son du vent, un murmure plaintif qui semblait pleurer sur les ruines de ce qu'ils auraient pu être. Elle ne dit rien, son silence une condamnation plus cinglante que n'importe quel cri. Il ne lui demanda pas de rentrer, il ne lui donna aucun ordre. Il brisa le silence d'une voix rauque, une voix qu'il ne reconnaissait pas lui-même, celle d'un homme dépouillé de tout orgueil. « Juliette, je ne suis pas venu pour te forcer à revenir. Je suis venu parce que tu dois savoir la vérité. » Les mots se déversèrent, alors, un torrent longtemps contenu. Il lui parla de Léo. Il lui avoua que le petit garçon était son fils, le fruit d'une liaison cachée, un enfant abandonné par sa mère et dont l'existence était un secret qui le rongeait. Il lui raconta comment, en la voyant défendre cet enfant avec la fureur d'une lionne dans les rues de Paris, il n'avait pas vu une vagabonde, mais la seule mère que son fils ait jamais eue. Sa vengeance, cet odieux contrat, n'était qu'un prétexte monstrueux et tordu pour les garder près de lui, pour protéger son fils sans avoir le courage d'avouer sa propre faiblesse, sa propre paternité. La colère dans les yeux de Juliette ne disparut pas, mais elle fut ébranlée par une vague de confusion. L'homme qu'elle avait haï avec chaque fibre de son être se révélait être un père maladroit et désespéré, dont la cruauté était née non pas seulement de l'orgueil, mais d'une peur panique. Pour prouver ses dires, Khalid sortit de sa tunique le petit bateau en bois usé, celui qu'elle l'avait vu caresser dans le secret de son bureau. « Ceci était mon jouet d'enfant. Je le lui ai donné, le seul jour où j'ai trouvé le courage de l'approcher avant que tout ne bascule. » Il le lui tendit, paume ouverte, une offrande de sa propre vulnérabilité. « Je ne te demande pas de me pardonner, je ne le mérite pas. Je suis venu te demander de l'aide. » Il marqua une pause, son regard la suppliant. Sa mère biologique est revenue. Elle ne le veut pas par amour, mais par cupidité. Elle menace de tout révéler et de le reprendre. Il avait posé son cœur et le destin de son fils à ses pieds. La guerre était finie. Une nouvelle bataille, qu'ils ne pouvaient gagner qu'ensemble, venait de commencer. Le petit bateau de bois reposait dans sa paume offerte, un artefact fragile d'une vérité si bouleversante qu'elle semblait capable de fissurer le sol du désert sous leurs pieds. Le monde de Juliette bascula, ses fondations de haine et de ressentiment s'effondrant pour révéler un paysage de douleur et de peur qu'elle n'avait jamais soupçonné. Le monstre calculateur, le cher arrogant, n'était qu'une façade protégeant un père terrifié, un homme dont la cruauté était l'arme maladroite d'un amour désespéré. Le silence du désert semblait retenir son souffle, les membres de la tribu observant la scène avec une gravité respectueuse, sentant qu'ils assistaient à un moment où les âmes se mettaient à nu. Lentement, avec un geste qui semblait lui coûter un effort infini, Juliette tendit la main, non pour le frapper, mais pour prendre le petit jouet. Ses doigts effleurèrent le bois usé, et dans ce simple contact, un pont fragile se construisit au-dessus de l'abîme de leur passé. Ce simple geste lui donna la force de continuer, de vider son cœur de tout le poison qu'il contenait. Sa voix était plus basse, brisée par le poids de ses propres aveux. Ma vengeance n'était qu'un masque, Juliette. Un masque pour cacher ma terreur. Quand je t'ai vu, ce jour-là à Paris, te battre pour lui, j'ai vu la mère que je n'osais pas être le père. Ta force, ta dignité face à mon arrogance m'ont humilié, oui, mais elles m'ont aussi fasciné. J'ai été aveuglé par mon orgueil, je l'admets. J'ai envié cette force et, dans ma lâcheté, j'ai voulu la briser pour ne pas avoir à affronter ma propre faiblesse. Je t'ai enfermé dans l'or et la soie, croyant que posséder ton corps me donnerait le contrôle de ton esprit. J'ai appris, dans le silence de ton absence, que le pouvoir sans un cœur pour le guider n'est qu'une tempête de sable qui détruit tout sur son passage, y compris celui qui la déchaîne. Je ne cherchais pas une épouse, je cherchais une gardienne pour mon fils, et j'ai été trop lâche pour te l'offrir avec respect. Sa voix, quand elle parla, n'était qu'un murmure rauque, chargé de toutes les larmes qu'elle n'avait pas versées. La colère était toujours là, mais elle était désormais teintée d'une tristesse infinie. Et la douleur, était-elle aussi un masque ? Demanda-t-elle, son regard bleu plongeant dans le sien, cherchant non plus un ennemi, mais une explication. Pourquoi le sol de marbre, Khalid ? Pourquoi le venin de Zara ? Pourquoi ton silence ce soir-là, quand elle m'a jeté en pâture au loup ? Ce silence a été plus violent que tous les murs de ce palais. Tu dis que tu voulais me protéger, mais tu m'as livré à la pire des humiliations. Tu parles de Léo, mais
Qu'en est-il de moi? De la femme que tu as piétinée pour apaiser ta fierté? Comment savoir que ceci n'est pas une autre cage, plus subtile, plus douce, mais une cage tout de même? Comment puis-je te croire, après que chaque geste de ta part n'ait été qu'un mensonge calculé pour me briser? Il ne chercha aucune excuse, aucun faux fuyant. Il accepta chaque mot comme une lame méritée. Tu as raison, pour tout. Sa voix était celle d'un homme condamné acceptant sa sentence. J'étais un lâche. J'ai laissé ma sœur déverser sa jalousie sur toi parce que j'étais trop faible pour l'affronter. Et ce soir-là, en te laissant seul face à elle, j'ai touché le fond de ma propre indignité. Je n'ai pas seulement brisé ton cœur, j'ai détruit la seule chance que j'avais de devenir un homme meilleur. Mon silence était ma plus grande trahison. Il fit un pas de plus, son visage ravagé par un regret si palpable qu'il en était presque physique. Sa main s'avança, non pour prendre, mais pour demander. Lentement, il effleura ses doigts, un contact si léger qu'il était une question. « Je ne te demande pas de me pardonner, Juliette. Il est trop tard pour ça. Je te demande de me laisser une chance de me racheter, non pour moi, mais pour lui, pour notre fils. » Et cette fois, elle ne retira pas sa main. Le silence entre eux n'était plus une arme, mais un sanctuaire fragile où une nouvelle vérité pouvait naître. Le contact de sa peau contre la sienne était une ancre dans la tempête de leurs émotions, une promesse silencieuse que le pire était peut-être derrière eux. « Que ferons-nous » murmura-t-elle, et l'utilisation du mot « nous » scella leur trêve, la transformant en une alliance. Le visage de Khalid s'éclaira d'un espoir prudent. Elle est revenue. Anissa, la mère de Léo. Elle ne le veut pas, elle veut mon nom, ma fortune. Elle menace d'un scandale public, de réclamer ses droits maternels devant les tribunaux internationaux si je ne cède pas à son chantage. Légalement, elle a des arguments, mais moralement. Il la regarda, son âme entière dans ses yeux. Un tribunal ne verra que les liens du sang, mais seul ton amour peut prouver au monde qu'il a une mère, une vraie mère. Reste à mes côtés, Juliette, batte-toi avec moi. Pas comme mon épouse sous contrat, mais comme sa mère. Elle hocha la tête, non plus en captive, mais en alliée. Le retour au palais ne fut pas un retour en arrière, mais un pas en avant vers un avenir incertain. Ils quittèrent le campement bédouin à l'aube, laissant derrière eux une vie simple qui les avait, à leur manière, sauvés tous les deux. Le voyage à travers le désert fut une renaissance. Ils parlèrent peu, mais leur silence était plein de sens, un dialogue d'âme qui apprenait à se faire confiance à nouveau. Khalid ne la traitait plus comme une possession, mais comme une égale, une partenaire dont la vie comptait plus que tout. Ils n'étaient pas encore des amants, la blessure était trop profonde, mais ils étaient devenus des complices, unis par un amour féroce pour un enfant qui était le pont entre leurs deux mondes. Leur plan était simple et terrifiant. Ils allaient affronter Anissa, non avec des armes ou de l'argent, mais avec la vérité de leur histoire. La bataille finale ne se jouerait pas dans le désert, mais dans une salle d'audience, et la consécration de leur victoire serait un document. L'adoption légale de Léo, l'acte qui ferait d'eux, enfin, une véritable famille. Une année s'était écoulée, une année qui avait tissé la trêve du désert en un lien indestructible. La bataille juridique contre Anissa avait été gagnée, non par la puissance de l'argent, mais par la force tranquille de l'amour, un amour que même les tribunaux les plus froids avaient dû reconnaître. Aujourd'hui, ils se tenaient à nouveau devant le monde, non pas dans la pénombre d'un mariage forcé, mais sous les lumières vives d'une salle de conférence à Paris. Juliette n'était plus la mariée captive, mais une femme rayonnante dans une robe simple et élégante, debout aux côtés de Khalid, non pas comme son ombre, mais comme son égal. Les flashs des photographes crépitaient à nouveau, mais ils ne capturaient plus une humiliation. Ils immortalisaient une renaissance. Le murmure de la foule n'était plus empreint de mépris, mais d'une admiration respectueuse pour le couple qui avait transformé une vengeance en une histoire de rédemption qui fascinait le monde entier. Khalid s'avança vers le pupitre, son regard cherchant celui de Juliette avant de faire face aux caméras. Sa voix, autrefois un instrument de pouvoir et de menace, était maintenant empreinte d'une humilité sincère. Il ne parla pas de politique ou de finance, il parla de seconde chance. Il annonça la création de la Fondation Juliette Dubois, une organisation internationale dédiée à offrir un avenir aux enfants des rues. Puis vint le geste qui fit taire la salle. Il céda publiquement, par un acte notarié projeté sur l'écran derrière lui, le contrôle d'une part significative de sa fortune personnelle à cette fondation dont Juliette serait la seule présidente. L'argent, autrefois arme de son humiliation, devenait l'outil de son émancipation. Dans le public, Zara observait, et pour la première fois, son regard ne contenait ni jalousie ni mépris, mais une forme de paix, la reconnaissance que son frère avait enfin trouvé, non pas une épouse, mais son âme.
Leur vie n'était plus confinée aux murs dorés du palais du désert. Ils avaient choisi de s'installer dans une villa blanche sur la côte méditerranéenne, un lieu baigné de lumière où les portes n'étaient jamais fermées et où le bruit des vagues remplaçait le silence oppressant du passé. Les matinées commençaient par les rires de Léo, qui courait dans le jardin luxuriant, ses pieds nus laissant des traces sur l'herbe humide de rosée. Juliette avait retrouvé sa passion pour la peinture, installant son chevalet face à la mer, capturant les nuances infinies du bleu, ce même bleu qui avait un jour été le reflet de sa colère et qui était maintenant celui de sa sérénité. Khalid, lui, avait appris à simplement être là. Il passait des heures à les regarder, le cœur rempli d'une gratitude si profonde qu'elle lui coupait parfois le souffle. Le puissant Cher avait découvert que le plus grand des royaumes n'était pas fait de sable et d'or, mais des moments simples d'un bonheur partagé. Les fantômes du passé n'avaient plus de pouvoir sur eux. Lors d'un voyage à Paris pour la Fondation, ils passèrent devant le palace opulent où leur histoire avait commencé par un acte de mépris. Ils s'arrêtèrent un instant, non pas pour se souvenir de la douleur, mais pour mesurer le chemin parcouru. Il lui prit la main, et leurs doigts entrelacés dirent tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Le petit bateau en bois, symbole de la paternité secrète de Khalid, trônait désormais sur la table de chevet de Léo, un trésor veillant sur ses rêves. Le contrat de mariage, cet odieux document, avait été brûlé dans la cheminée de leur nouvelle maison, remplacé par un acte d'adoption encadré, le seul papier qui définissait désormais leur famille. Le sol de marbre froid sur lequel elle avait dormi n'était plus qu'un lointain souvenir, effacé par le sable chaud de leur plage privée où ils se promenaient chaque soir, main dans la main, en regardant le soleil se coucher sur leur nouvelle vie. Un soir, alors que Léo dormait paisiblement, ils se retrouvèrent sur la terrasse, enveloppés par la douceur de la nuit méditerranéenne. La lune jetait un chemin d'argent sur la mer calme. Khalid posa délicatement un châle en cachemire sur les épaules de Juliette, un geste de tendresse qui contrastait violemment avec la possessivité de ses premiers contacts. « Je t'ai acheté avec de l'or, croyant que je posséderais ta force, » murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Mais c'est toi qui m'as racheté, Juliette. Tu m'as racheté de ma propre prison d'orgueil avec une richesse que je ne connaissais pas, le pardon. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants de larmes non versées. Elle posa sa main sur sa joue, sentant la chaleur de sa peau, la réalité de cet homme transformé. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, Khalid, » répondit-elle doucement. « Nous avons trouvé notre chemin à travers le désert de nos propres cœurs. » Il se pencha et l'embrassa, un baiser qui n'avait rien de la fureur ou du désespoir de leur confrontation passée. C'était un baiser de paix, de promesse, la consécration d'un amour qui avait fleuri dans les cendres de la haine. C'était la fin d'une guerre et le début d'une éternité. Ils restèrent ainsi, enlacés sous les étoiles. Deux âmes qui s'étaient trouvées dans la douleur pour construire un amour plus solide que n'importe quelle forteresse. Le voile de la mariée avait été remplacé par le ciel infini, et le contrat de servitude par la liberté d'aimer sans condition. Si leur histoire a su trouver un écho dans votre cœur, si leur voyage de la vengeance à la rédemption vous a ému, alors nous vous invitons à partager dans les commentaires le moment qui vous a le plus touché. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui croient aux secondes chances, et abonnez-vous pour continuer à vivre avec nous des récits où l'amour triomphe toujours.